Bienvenue dans l'Abreuvoir, le podcast qui vous abreuve de culture. Retrouvez-nous toutes les 2 semaines pour nous entendre débattre de cinéma, musique et de tout plein de sujets intéressants. N'hésitez pas à vous abonner et retrouvez-nous sur toutes les plateformes de streaming. YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Bonne écoute. Alors, Brazil, film sorti en 85, réalisé par Terry Gilliam, avec à l'affiche Jonathan Pryce, qu'on connaît déjà un tout petit peu, je sais pas ce que vous... Une petite série qui s'appelle Game of Thrones. Exactement. Par exemple. Voilà. Ou Brésil. Et qui est... Oui, Brésil. Par exemple. Et qui est Le Moineau. Voilà. Ouais. Voilà. Robert De Niro. Il a des petits films aussi comme ça. Un acteur par-ci, par-là, quoi. de premier rang. Voilà. Ou de seconde De zone. seconde zone, c'est vrai. Pour les plus snobs d'entre vous, d'entre nous, voilà. Finalement, il a pas fait grand-chose, ce mec. Hein. Kim Grease. Alors là, je sais pas trop quoi dire sur la carrière de cette dame. Honnêtement, je l'ai pas vu. Je l'ai vu seulement sur Brésil. Ouais. Voilà. Quand même. Et Bob Hoskins. On a quand même une petite palette d'acteurs quand même qui est assez garnie. Plutôt bien. Un casting presque international, enfin semi-binational, on va dire ça comme ça. Bon, déjà un peu anglophone quand même. Oui, Tu vois, très anglophone forcément, mais assez prestigieux, je trouve, surtout pour la carrière de Jonathan Pryce et Robert De Niro. Et on a aussi, déjà le scénario a été concocté par Charles McKeown. Je sais pas comment ça s'écrit ou comment ça se prononce. Il a collaboré avec Terry Gilliam de nombreuses fois, déjà avec Bandy, le Baron Munchausen, l'Imaginarium du docteur... Parnassium. Merci beaucoup. Voilà, nom à rallonge du coup, mais pour un film très bon. Et oui, et de qualité supérieure. Exactement. Et du coup aussi dans le scénario on a Tom Stoppard, donc scénariste d'Anna Karenine, adaptation du Tolstoï, avec Shakespeare in Love et Terry Gilliam. Du coup c'est eux trois qui ont écrit le scénario du film. Ok. Donc voilà, et puis avec la musique de Michael Kamen, voilà. Parce que quitte à s'offrir des bons acteurs, et on s'offre un bon musicien, un bon compositeur. Exactement, un très bon compositeur. Donc alors, le film, je vais vous lire un peu le synopsis, comme ça on sait de quoi on parle. Sam Lowry est un bureaucrate dans un monde rétro-futuriste totalitaire. Il se contente de son travail, de sa petite vie tranquille, tout en s'échappant en rêve dans un monde de héros romantiques. Son existence satisfaite, mais solitaire, est compliquée par l'arrestation brutale et certain d'Archibald Buttle, en raison d'une erreur administrative. Il tente de réparer cette injustice et doit lutter contre le système extrêmement contrôlé qui le considère de plus en plus comme un dissident. Donc on va suivre un peu les pérégrinations chanceuses, malchanceuses de sa ce lutte protagoniste. contre le système du coup. Exactement. Ok. De toute façon, parce que Brésil, le thème déjà de Brésil, c'est d'abord la société. Voilà, si on doit caricaturer, c'est en mode on vit dans une société de merde. Voilà. Hyper contrôlé. Exactement, où tout est gris, tu vois, alors très formaté et très lié à l'administration. Où il n'y a pas de liberté individuelle. Enfin, il y en a, mais elles sont cadrées, elles sont normées. Tout est cadré, c'est ça, tu vois. Alors, ou du coup, en fait, le peu de liberté que tu peux avoir, en fait, c'est pas toi qui décides. Voilà, donc d'où Archibald Tuttle qui va faire son apparition dans le film. Et le truc qui est intéressant avec Brésil, c'est surtout que les premières ébauches d'un éventuel Brésil fut dans le sens de la vie. Donc en 82, avec le festival de Cannes, un Grand Prix, avec Terry Gilliam qui réalisa The Crimson Permanent Assurance, qui est la séquence du début, vous savez, avec les bureaux, tu vois les cadres, etc., et qui sont attaqués après par des pirates de l'assurance. Voilà, c'est toute la blague. Et en fait, on revoit l'esthétique que va être Brésil, c'est-à-dire cadre, tu vois, alors très contrôlé, avec des costumes, enfin tu vois, alors le costume très terne et tout. Le papier, très visuel, ouais. Le papier qui va aussi revenir parce que t'as à moitié le vent qui bourriffe le papier, qui fait notamment tout ça. sur une petite séquence à la fin, on en parlera un peu après sur Archibald Tuttle, du coup le papier qui va... Exactement. Voilà, j'en dirai pas plus, on en parlera un peu après. Et puis en plus avec ce Tuttle qui n'hésite pas à foncer tête baissée aussi à la fin de ce dit film, Brésil. Comme j'ai un peu résumé au tout début, c'est une satire absurde et critique du système capitaliste et bureaucratique. Le film parle surtout et avant tout de la société. Surtout des questions comme l'individu se construit-il par lui-même ou c'est la société qui modèle l'humain à son image. Et surtout, peut-il s'en extraire
de cette société. C'est-à-dire, par quels moyens, comment, et comment réalise-t-il dans quel pétrin le protagoniste est allé, si tu vois ce que je veux dire. C'est des questionnements que le film pose et qu'en tant que spectateur, on va voir les résolutions, etc. Effectivement, ouais. Et tu disais par rapport, effectivement, c'est quoi quels sont les moyens employés par le personnage pour s'en sortir, en tout cas finalement de ce monde froid, dystopique, désincarné. Et c'est la thématique du rêve, effectivement. Absolument. Le rêve, l'imagination. Et du coup, ça fait écho justement finalement à un truc qui revient très souvent dans la filmographie de Terry Gilliam. Ouais, c'est un film qui parle du rêve, voilà. Et de son pouvoir. Ou sa malédiction, de ce que ça amène. Exactement, mais ça... Mais du coup, les questionnements dans ce film, c'est Sam Lowry, et gros, c'est un peu le héros malgré lui, hein, parce qu'il vient quand même d'une famille bourgeoise, même de la haute bourgeoisie, avec un père qui était fonctionnaire, tu vois, alors comme un grand homme, hein, on dit d'ailleurs de son père, c'est un grand homme, on le respectait, machin, et de sa mère un peu... Je me souviens des séquences avec la daronne, justement, quand il allait la voir, justement, tu sais, avec ses amis, dans les bars et tout. Ouais, dans les restaurants, etc. Et en fait, il y avait une séquence où je trouvais cauchemardesque, où tu faisais tirer le visage. Oui. Et pour moi, c'est une référence en plus, du coup, à des films un peu comme ça. Il y avait un film, justement, où il y avait une meuf qui se faisait aussi tirer un visage, mais un vieux film de Buñuel, je sais, peut-être que je dis une connerie. Il se fait couper l'œil. Ah non, ça c'est un chien andalou. Ah, chien andalou, effectivement. Mais du coup, moi, j'ai pensé dans le côté imaginaire, dans la puissance de l'image, j'ai pensé à ce truc-là avec vraiment... on manipule le visage un peu comme ça. Ouais, ça fait penser à Doctor Who. Tu vois, alors, les vrais savent, hein, mais il y a un épisode où t'as en fait juste un visage et de la peau. Ah ouais. Voilà, et en fait, le truc qui se déplace, machin, bon, ça, c'est une méchante. Hein, voilà. Oh putain, c'est quoi ce truc? Et du coup, en fait, ouais, en gros, t'as la scène connue où elle se fait un sorte de lifting. Oui, voilà. De toute façon, la mère, la daronne, hein, on peut le dire, elle incarne quand même l'orgueil, le narcissisme et surtout. C'est une Karen. Ah ouais, non mais. Putain. Clairement. Et franchement, même les Karen, elles sont beaucoup plus cool, tu vois. Tu vois, alors elle, c'est la Karen, mais alpha, tu vois. Alors, c'est la proto-Karen. La proto-Karen, putain, l'enfer. Et surtout, elle est un peu castratrice, tu vois, parce qu'elle essaye de maquer Sam, tu vois, alors avec la fille de sa copine, machin. Elle lui dit, pourquoi, vas-y, tu travailles pas. Enfin, pourquoi tu te contentes juste de ta situation. Enfin, bref. Donc, elle a envie que, tu vois, alors son poulain, qui est son fils, puisse step up dans son existence. Mais Sam n'est pas du genre à vouloir step up comme ça. Disons que si on pourrait le comparer à quelqu'un, hein, ça serait un L. Tu vois, alors c'est pas un scientifique, etc. C'est pas un ES. Ouais, ou c'est pas un ES. Ou un école de commerce. Hein. Yes. Bisous à vous tous. Hein. Voilà. Et puis après, l'arrestation de Buttle, il se rend compte des rouages un peu du système et de l'absurdité de celui-ci, pour qui il dévoue pourtant sa vie, et trouvant même par son occasion de désillusion un peu de tout ça, grâce à ses visions oniriques, un nouveau sens à sa vie, qui est le rêve et surtout l'amour. Parce qu'on parle du rêve dans ce film, mais c'est aussi la quête de l'amour. Ouais. À travers le personnage féminin dont on parlait juste avant, du coup, qui est déjà effectivement un objet de fantasme aussi dans le film, du coup. C'est la femme parfaite. Voilà, c'est la femme parfaite, il rêve d'elle, effectivement, du coup, c'est un peu... Ouais, c'est ça. C'est cet aspect-là qui est intéressant dans le film aussi. Mais parfois un peu creepy. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on ferait par amour, hein, lol. Ça, c'est un peu le résumé que je fais un peu du film. Et là, on va s'attaquer au rêve. Parce que, comme on disait avec Samy, et puis Clément, je pense que tu pourras aussi... Bien sûr. Que j'ai bien, c'est que ce film... Il parle avant tout de ça, la représentation et des icônes représentées dans ses rêves. Donc par exemple, on voit au tout début de son rêve, etc., qu'il vole. C'est un peu le prince romantique, volant, tu vois, alors dans les nuages, etc. Et ce qui est intéressant, moi je pense que justement, donc, quand on parle justement de la séquence d'introduction, finalement on le voit voler un peu comme ça, planer dans le ciel avec ses ailes. Moi j'ai pas pu m'empêcher de penser, alors là on est vraiment sur l'aspect purement métaphorique, mais moi j'ai pas pu m'empêcher de penser au mythe d'Icare, qui se brûle les ailes. Absolument. Et en fait, quand tu prends la toute fin du film, Sam Lowry, c'est un personnage qui est entièrement, du coup, en fait, pour échapper à la réalité, à la froideur de la réalité, c'est quelqu'un finalement qui vraiment va s'immiscer dans les rêves, va se perdre dedans. Et du coup, c'est vraiment, moi, le film, je l'observe vraiment comme quelqu'un, c'est vraiment la frontière entre les rêves et la folie. Ta force de vie dans ce monde imaginaire, où en fait c'est lui le roi, c'est lui effectivement finalement qui a les pleins pouvoirs. En fait, il en oublie justement en vrai de garder pied sur la réalité parce qu'elle est froide, elle est impersonnelle. Au final, la fin du film est très révélatrice. Je pense que clairement, oui, elle est très révélatrice de comment va finir le film tout simplement. Et c'est hyper intéressant. Je pense que vraiment le mythe d'Icare, justement, à force de vouloir trop s'approcher justement de ce fantasme du soleil qui est le fantasme, il finit par tomber plus bas que la réalité elle-même, quoi. Ah bah oui, carrément. Mais surtout en fait, le truc c'est que dans ses rêves c'est pas que du jojo. Il y a un moment où en fait la réalité le rattrape. Et ça, c'est limite inconscient, avec, tu sais, genre les tours qui fendent les nuages et qui déstabilisent littéralement son rêve. Ce qui le rappelle à la réalité, c'est le téléphone qui sonne. Et surtout, ces tours-là représentent tout de même les buildings,
représente aussi, tu vois, alors l'écrasement de l'endroit, enfin de l'espace. On sent que il se rapproche au fur et à mesure dans la narration de ses rêves vers la Terre. C'est là où c'est intéressant. C'est que la Terre, tu vois, alors autant tu as les idées, tu vois, alors le monde des idées qui est le ciel. Plus tu descends, plus tu es appelé vers la Terre et plus tu découvres aussi, tu vois, alors un peu tous les rouages de ceci. C'est-à-dire qu'on retrouve, bon, moi, j'ai pas trop de description, même c'est même pas nommé dans le film, mais les lépreux masqués avec des masques de bébé. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui. Alors, Je on vois pourrait très croire bien. que c'est Gabi, je crois qu'il est Voilà. fatigué de ce podcast. c'est ça. On pourrait croire que c'est une blague, mais c'est Je dans le vois- film. C'est Je dans le vois film. très bien. J'ai très bien l'image en tête. Mais regarde-le, frérot. mais banger, Mais c'est cool t'inquiète. parce que du coup, Gab, il va se faire une session, il va se mater genre 6 heures de film d'affilée, tu vois. Non, mais il va tout comprendre en plus. c'est Tu vois, ça, il va ouais. être là en mode waouh, waouh. Ouais. Tu vois le même du mec un peu comme ça. Tu vois. Alors là, vous le voyez pas, vous les auditeurs, effectivement, parce que c'est que le son. Mais c'est le même du coup. Avec le gars. Waouh, exactement. Je mettrai le son. Il a rêve Ah, du yo. même. Il a pas la rêve des films, mais il a le même. C'est ça. Ah, écoute. Yes, toujours. Et surtout, alors c'est pour moi parce que c'est révélateur, parce que justement. Les lépreux, voilà, c'est juste, on va dire des formes, voilà, un peu vaporeuses, un peu fantomatiques. Tu vois, alors on voit pas leurs mains, on voit pas machin, mais on voit seulement leur visage. Et le visage, c'est quoi? C'est leur fameux masque de bébé, voilà, mais qu'on retrouve aussi surtout dans la salle d'interrogatoire. Ce qui est intéressant avec ces masques, c'est qu'on retrouve vissé sur la tête du bourreau de Sam, mais aussi les individus. Par nature, ça veut dire que les individus sont déjà morts ou sans volonté de vivre. Si ce n'est peut-être qu'ils sont déjà aliénés par la société. Donc en gros, ça représente une sorte de masse un peu silencieuse, mais qui oppresse Sam, comme aussi sa Dulcinée, qui va se retrouver emprisonnée justement par ces 10 personnes. Alors, d'où la séquence qui intervient juste un petit peu avant la fin. Avec justement, il porte le masque de bébé. Et en fait, il y a un jeu avec les focales au niveau de la caméra, finalement, qui est vraiment très intéressant. Oh bien, mec. Et, Vas-y, est-ce qu'on parlerait pas un peu directement des focales et voilà, je continue exactement. après On en parlera avec Clément pour un peu nous aiguiller sur ça, effectivement, du coup, sur l'aspect technique. Ouais, on en parlera, j'en parlerai Voilà. après. Du après, coup, ok. ça marche. Bah écoute, coming soon. Voilà. Yes, teaser. Nickel. Et en fait, le truc, c'est autant, tu vois, alors tu disais que c'était Chevalier qui était le dieu, mais en fait non, parce qu'il y a un protagoniste qui arrive, c'est le samouraï. Et le samouraï, qu'est-ce qu'il représente? Je te laisse m'aiguiller là, du coup. Eh ben, c'est la société. C'est l'incarnation de son travail. Ouais. C'est un peu le bourreau, c'est un peu le Ouais. guerrier qui vient vers Sam et qui, en gros, a planifié tout le plan. Tu vois, alors en fait, pour l'empêcher d'aller plus loin dans sa volonté de puissance. Et du coup, et en fait, il est super balèze, ce samouraï. C'est-à-dire que il est déjà massif, il est grand, tu vois. Alors, tu vois le truc, tu te dis, lol, t'es qui, tu vois. Alors, tu vas me tuer, en fait, tu vas me fumer. Et en plus, il se déplace, il peut se téléporter, etc. Il est insaisissable. Ouais. Tu vois, alors, c'est-à-dire que même s'il tentait de le frapper, il pouvait pas. Il serait incapable, totalement. Effectivement, de le coucher, quoi. Exactement. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la métaphore du samouraï, du guerrier, Ouais. donc du coup, celui qui te veut du mal, de surcroît, c'est en fait son bureau, c'est tu sais, genre tous ceux qui sont au-dessus de lui, qui vont l'oppresser, qui vont lui demander, tu sais, genre de continuer à travailler, etc. Mais un travail qui n'a pas de sens pour lui-même. C'est on broie l'individualité, en fait, c'est simplement ça, quoi. Exactement. Et on y retrouve aussi des individus plus personnifiés aussi, parce qu'on pense aussi un peu à l'autre personnage, le supérieur de Sam Lowry. Ouais. D'ailleurs, un personnage un peu pitoyable, mais bienveillant. Et il se retrouve dans, tu sais, genre là où il y a paperasse, etc., qui appelle tout le temps Sam en disant « Ouais, Sam, est-ce que tu peux me régler ce problème et tout ?» Et en fait, quand il se rend compte qu'il y a une erreur, le mec, il est au bout de sa vie, il est en train de pleurer. Quoi. Cette personne, on voit une séquence où justement, tu vois, alors, on voit cet individu, on voit le visage, mais qui est en fait ancré dans la terre. On voit que son visage, un peu comme... je parlais de Doctor Who, machin. Mais imagine-toi la scène où en fait tu vois genre un sol avec deux bras qui sortent et juste le visage du pélo, etc. Qui prend par la jambe et qui dit non, reste avec moi, reste avec moi. Donc en gros, voilà. En fait, tout ce qui se passe dans son rêve, c'est juste sa vie qui est métaphorisée. C'est en ça que c'est super intéressant ce film. Comment sa vie est iconographiée, etc. Tu vois. Et puis on peut aussi parler de l'amour, de qu'est-ce que l'amour, si ce n'est essayer de s'évader. Un échappatoire possible. Exactement, la volonté de puissance, de
Ok, C'est marrant. il y a que ça qui me raccroche à ma propre existence. Parce que je le vois comme un échappatoire, mais du coup, paradoxalement, quand on voit la fin du film, qui est effectivement genre très paradoxal, parce que du coup, alors pour détailler un petit peu, on va rentrer un peu dans le spoil, donc Je crois voilà. qu'on est totalement rentré dans le spoil Ouais, depuis le début. Go, on va rentrer dans le spoil, Tu peux y on aller, y va à tu peux fond, y on y aller. va à fond. Du coup, pour détailler un peu la fin du film, du coup, Sam Laurie se retrouve en fait à échapper à ses tortionnaires, en fait à Mhm. prendre le camion qui est conduit justement donc par son love interest, on va dire ça comme ça, du coup Ouais. par en gros la femme de sa vie. Et en fait, ils vont s'échapper dans une petite campagne, un peu une bourgade, un peu comme ça tranquille, finalement voilà, vivre leur vie, loin de la société, loin de tout regard. Et en fait, il se trouve que c'est un fantasme imaginé par du coup le personnage principal qui se retrouve finalement attaché à une chaise, vraiment torturé du coup par un de ses anciens collaborateurs qu'il connaissait, plus encore un de ses, alors si je dis pas de conneries, un de ses patrons du coup. Oui. Enfin voilà. Ouais, bah par le Big Boss. Le Big entre guillemets. Boss, Et en plus, exactement. un de ses amis. Un de ses amis, effectivement, Un de ses amis ouais. qui le torture finalement. Exactement. Donc déjà effectivement c'est double froideur parce que du coup c'est à dire que n'importe qui, tous les rapports dans cette société là finalement en fait n'ont aucune individualité, n'ont aucune sensibilité, aucune forme entre elles parce que du coup elles sont régies par des besoins et par des trucs voilà par de la survie en fait. Par de la survie. Ce qui a été la force de Sam Laurie, à savoir sa capacité à s'échapper, à imaginer effectivement des mondes pour échapper à la violence de la société. Il se retrouve du coup, en fait c'est son calvaire, c'est la folie tout simplement quoi. Bah ouais. Bon. Il se retrouve en fait, du coup la frontière entre rêve et folie, la frontière entre rêve et folie devient encore plus poreuse. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à, en rebondissant par rapport au rêve, à la folie, le côté fantasme lié aussi potentiellement à l'amour, c'est qu'on peut retrouver ça justement aussi dans les focales qui sont utilisées. Voilà, elles sont utilisées de certaines façons à ce qu'il y ait des grands angles ou des angles plus restreints en fonction de ce qu'il a envie de montrer et de comment qu'il a envie de le montrer et de grossir les traits, donc d'amener ce côté grotesque qu'on pouvait déjà trouver chez les Monty Python dans la mise en scène qu'il utilise. Et ça induit un espèce de malaise aussi auprès du spectateur du Exactement. coup. Parce qu'en fait c'est une manière de filmer les visages ou parfois effectivement filmer effectivement voilà un sujet filmique de manière assez inhabituelle. Exactement. Avec une méthode effectivement qui est un peu à contre-pied quoi. Ouais. Ce qui est très très intéressant justement. Et on trouve ça aussi dans tous les bâtiments qui ont été faits de manière analogique. Oui, on y revient au côté analogique. Ouais. Au côté analogique, même ce qui est la réalité est un rêve de Terry Gilliam dans une espèce de vision d'une ville qui n'existe pas, qui pourrait exister, avec l'intérieur des bâtiments très simples d'autres complètement sales, avec un côté steampunk. Justement, une manière aussi très intelligente, un peu de montrer la situation sociale des gens. Ouais, carrément. Parce que c'est les tuyaux. C'est en fait, dès le début du film, on présente une télévision qui finit par exploser. Avant ça, tu avais quand même une pub pour la tuyauterie. Ouais. Et en fait, cette tuyauterie, c'est quoi? Si ce n'est, tu vois, genre la représentation de classe. C'est-à-dire que Sam Laurie n'est pas riche. Du coup, on voit ses tuyaux apparents. Ou alors, en tout cas, on voit sa situation se dégrader avec les tuyaux. Mais quand tu vas dans un restaurant, quand tu vas dans les restaurants, chez la Madré, tu vois pas ces tuyaux. Ouais. Donc, du coup, tu vois, alors c'est l'esthétique des tuyaux, ça représente une sorte de prolétariat. De ceux qui n'ont pas d'argent, et ben, du coup. On peut pas les cacher. Exactement. Au-delà de la tuyauterie, il y a un aspect crasseux, toutes les couleurs sont grises. Et du coup, en fait, en vrai, il y a encore plus une espèce même sur la colorimétrie, il y a une séparation bien distincte entre les quartiers, justement, voilà, riches, où effectivement, il y a une vision voilà, colorée, un peu joyeuse, qui un peu masque, justement, la réalité sociale. Et du coup, en fait, le film est bien scindé en deux. Et du coup, c'est vraiment très intéressant par rapport à ça aussi. Il y a un excellent jeu par exemple sur la colorimétrie, le jeu au niveau finalement des nuances de couleurs. Et je trouve ça super intéressant. Et pourtant, c'est pas évident. Et surtout avec des rappels. Bah, déjà, je trouve que de toute façon, ce film-là est largement inspiré de Metropolis. Dans le côté esthétique, dans le côté rétro-futuriste. J'allais dire ça, tu m'as ôté les mots de la bouche, mais un peu. Surtout la ville, parce que la ville, c'est un personnage en lui-même. C'est une entité à part entière. Ah, c'est l'entité. Bah, en fait. On est perdu dans l'immensité de l'image et de la ville. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, tu vois, alors, par exemple, des décors, tu vas dans les restaurants, c'est un peu en mode victorien. Tu vas après dans des boutiques où ça fait un peu plus moderne. En fait, t'es perdu. C'est un film où, en fait, tu vois des éléments que tu connais, mais tu sais pas les situer dans le temps. Tu vois alors. Et comme le téléphone bizarre, tu vois, où tu te dis, mais pourquoi ils sont obligés de câbler comme des speakerines ou autant. On a l'impression que tout est faux, mais en fait, tout est réel. Exactement. Et en fait, finalement, tout est faux quand même, ça reste un film. Bon, oui. Et j'ai envie de te dire Dieu merci, tu vois, alors, parce que monde de merde, hein, comme dirait Georges Abitbolt. Putain, la rêve quand même, franchement, Canal+, Be Like, Canal+ représente. Monde de merde. Yes. Allez, Georges Abitbolt, maintenant, voilà.
Hop. Faut que je me remette la classe américaine. Hein. La magie du montage. Ouais. On va parler d'Archibald Tuttle, qui est, on va dire, aussi celui qui représente, d'ailleurs interprété par Robert De Niro, voilà, D'ailleurs, ouais. le On GOAT. en parlait. Mais du coup, qui représente aussi, on va dire, la désinvolture, et on va dire, c'est peut-être la personne la plus sensée du film. Ouais. Dans le sens où, en fait, il fait bien son travail. Mais barré en même temps. Mais il est barré, mais en même temps, il est pas barré. C'est juste, ça lui fait chier de faire des papiers, on lui reproche ça, on a envie de le tuer pour ça. Ouais, mais du coup, il est à fond dans son délire. Eh ben, il a bien raison. Ouais. Oui. En fait, c'est la clairement. personne la Non, mais plus- ouais. c'est la personne la plus lucide du film. C'est ça qui est intéressant. C'est un Exactement. anti-Sam Laurie, en quelque sorte, je trouve. Bah, disons que Sam aspire à devenir Ouais. comme Tuttle. C'est pour Comme ça que Tuttle, c'est ouais. lui qui va intervenir pour le sauver. Voilà, Enfin, mais encore une fois, métaphoriquement, quand et tu là, vois c'est- l'admiration que Sam Laurie a pour le personnage d'Archibald, il a envie d'être comme lui. Archibald Tuttle, du coup, c'est quelqu'un qui est déjà, il est lui-même, il est simplement lui-même, et du coup, c'est quelqu'un finalement qui a les deux pieds ancrés bien dans la réalité. Ouais. Simplement, effectivement, il la conteste, et du coup, c'est quelque chose vraiment de très très particulier. Il n'est pas dans le fantasme, effectivement, comme Sam Laurie. Tu vois, alors, bah, Sam, parce qu'on va parler aussi un peu de la folie, comme tu Mhm. nous avais vachement bien introduit, en tout cas, Sam. Mhm. Tu vois, alors, Samy, Ah, pardon. merci. Mais en fait, là, c'est prophétique. Là, j'ai peur. Ouais, Là, j'ai peur de finir comme le personnage dans Oh non, Brésil, là. t'inquiète pas. Mais en fait, c'est vrai qu'en fait, contrairement au rêve où on voit clairement, parce que tu as un changement de mise en scène, tu as un changement de colorimétrie, etc. Mhm. Là, en revanche, tu te retrouves un peu dans le côté. Voilà. On sent que c'est encore la réalité, mais la réalité elle est un peu bizarre. Robert De Niro qui se fait happer par journaux. Quand il rentre dans une porte, puis une autre, etc., il revoit les décors de ses rêves, puis en plus, il revoit sa mère jeune. On comprend qu'il y a un truc qui va pas, et puis à la fin, bah, quand tout se passe bien, les deux protagonistes, enfin les deux antagonistes, hein, du coup, l'ami tortionnaire et le grand chef, surgissent de l'écran et rappellent aux spectateurs la réalité qui est, bon, bah, Ouais. en fait, c'est finito pour lui. Et ça fait presque un peu, alors là je vais remonter un peu dans le podcast, mais ça fait presque écho du coup à la séquence où les flics interrompent du coup le tournage de Sacré Graal. Ouais. En fait c'est assez marrant. Exactement. C'est assez Voilà. marrant de revoir ce truc, franchement c'est assez particulier. C'est Ouais. pour ça qu'on en parle. Voilà, Exactement. Bah, en même temps, bon, je pense que les pommes tombent toujours du pommier, hein, j'ai envie de te dire. Oui, hein, c'est vrai. Exactement. Ça va jusqu'ici, c'est censé, tu Ça va, vois. Thomas Newton là Mais du coup, on peut parler aussi un peu de l'accueil qu'a reçu ce film, parce que bon, aussi. on parlera d'un quelque chose qui en fait caractérise Terry Gilliam aussi, un peu son caractère, hein, parce que on va y venir. Don't fuck with Terry Gilliam. Hein. Mais du coup, le film a été un peu il a été un peu haché par Universal Studios, parce que déjà, bon, on peut dire aussi que le film a coûté 15 millions en production comme budget et qu'il a vraiment pas dépassé le budget, malgré, tu vois, l'ambition qu'il a eue. C'est-à-dire qu'il y avait même des scènes qu'il a dû couper pour le montage, comme la scène des yeux, voilà, que vous pouvez voir sur YouTube d'ailleurs. Et du coup, waouh, La bière Bro. qui... Oh, c'est beau. Alors, je suis désolé, là, je suis obligé de couper mon raisonnement, mais notre bière a gueuché. Et Il reste plus qu'un Mais verre. non, mais continue. Non, mais mec, continue à ouvrir. Il faut continuer à ouvrir. Il faut tout déverser là. On y va. Putain. Ah, la bière Coref bio, hein. Ouais. Bon, petit incident technique, rien de grave. Oh, bon. Aucun ingé son n'a été blessé du coup pendant cette Pendant ce perdu tournage. son pantalon. Bon, bah vas-y, hein, serre-moi un verre, hein, tant qu'on y est. Hein, Franchement, c'est ça l'effet Brésil. C'est qu'en fait, tu vois, alors c'est sous pression, tu vois. Alors, c'est l'effet podcast, surtout c'est l'effet Club V ça, tu vois. Ah, yo. Bon, bah, je me sers moi-même, du coup. Vas-y, Hop. bah ouais. hein. J'ai envie de dire aux auditeurs que c'est vrai que c'est un peu compliqué de parler de films comme Brésil parce que c'est tellement dense. Hein, je sais pas ce que C'est t'en penses, toi, compliqué. Clément. Tu En vois, vrai, c'est alors. compliqué. Mais C'est un peu un truc qui va dans tous les sens, qui parle de plein de choses et en même temps de rien. Et du coup, on a envie d'en parler. Oh, bah, de rien, je sais pas, Non, mais quand de- même, sois pas si dur. Parce Hein. que j'aime bien ne pas opposer le tout et le rien, tu vois. Hop. Tu penses qu'il y a l'importance du vide? Oui. Parce que c'est vide. La ville est vide. Oui. Ah, putain, c'est pas con. Ça, c'est vrai que quand on y repense vite fait, la ville, tu vois pas tellement beaucoup de immense qu'il y a pas personnes. de personnes, Bah en ouais, fait. c'est ça. Les seules personnes que tu crois, c'est dans le métro, Ouais. dans les centres commerciaux. Et sinon, C'est trop grand. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y a de la place, quoi, pour les gens, quoi. non, c'est clair. Bon, en même temps, ça, je pense Et que pourtant, ils sont enfermés. ouais. Enfin, en fait, ils sont enfermés et surtout, ils peuvent pas s'élever. Tu vois. Oui, ouais, c'est ça.
Oui, c'est que enfermé tout est... là-dedans. Ouais. Ouais, bien sûr, et tout est bloqué. Ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder ce film-là, surtout par le prisme du rêve, et pas non plus seulement sur le côté société, ça pue la merde et tout, tu vois. Ouais. C'est surtout, et je trouve, bon, on peut parler des décors encore, mais c'est somptueux. C'est juste, c'est c'est incroyable. juste un des films où je trouve que chaque élément a son importance, chaque élément est tangible, et en fait, t'as envie d'y croire. Ouais. Et ça reviendra beaucoup dans les films prochains de Terry Gilliam, voilà. Tu vois. Notamment celui qu'on va aborder juste après, il reprend un peu justement cette cohérence à la fois dans les décors Aussi, et en ouais. fait Même. dans la juxtaposition finalement de plein d'éléments différents même, et du coup c'est hyper... on va y venir. Ouais, on va y venir tranquillement. Bah, en tout cas, Mais, bon, bah. je partage ton avis sur Brésil. C'est vrai que même en refaitement si on s'attarde même ne serait-ce que uniquement sur l'aspect décor, c'est un parti pris esthétique et plastique que je trouve extrêmement réussi. Il y a des séquences en fait qui m'ont quand même beaucoup marqué. Tu parlais de la séquence du samouraï. Ouais, je trouve que vraiment, même pour un film effectivement, alors je sais pas combien de budget il a bénéficié. Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était 15 millions pour Ouais. un film, tu vois, alors, avec, bon, tu vois, alors 15 millions, c'est Ouais. pas énorme. C'est au vois, final alors, c'est relatif C'est effectivement. assez relatif, et Ouais. sachant qu'il avait encore plus. Et en fait, c'est ça que je trouve dingue, c'est qu'il a quand même réussi à gérer sa Ouais, thune ouais. pour quand même avoir à la fin j'allais Mhm. dire un produit, my bad. Enfin, un film, tu vois, alors, de qualité quand même. Ouais. On y croit, même si on sait que c'est faux, avec une forme d'ambition esthétique, Ouais. narrative, etc. Donc, en vrai, voilà, c'est quasi un film parfait à ce niveau-là. Ouais, ouais, Même ouais. s'il y a eu des déboires de production, ce qui Mais est c'est normal. inhérent finalement de toute façon, mais même pas uniquement à la carrière de Terry Gilliam, mais du coup à plein de du cinéma réalisateurs. en règle Du générale. cinéma quoi, en tu général. De vois. toute façon, le cinéma c'est un affrontement. C'est vraiment pour aboutir à la version. D'ailleurs, Ouais. il y a quand même, on parle de ça. Moi, je trouve que du coup, je fais une petite parenthèse. Don Quichotte. Oui. Ouais. Ouais, bah bon, en même temps, ça c'est. Oui. Il avait la guerre, il y avait les tempêtes de sable Voilà. et tout. Mais je trouve que tu vois, meilleure métaphore d'affrontement entre lui et les studios, je trouve que ce film-là est vraiment très. Ah, mais là, ça dépasse la nature. Là, ça dépasse la nature. Là, c'est Fitzgeraldo, tu vois. C'est ça. Machin. Exactement. Bah, tu à vois. la fin, il n'y arrive pas, hélas. Ouais. Mais Mais du avoir coup- les efforts, moi je trouve ça beau, tu vois. Mais du coup, bah en fait aussi, il faut qu'on parle vite fait d'un truc, c'est que le film a été quand même un peu charcuté au cinéma aux États-Unis. Il y avait une version fin heureuse faite pour les USA, Ouais. qui était de 94 minutes, tandis que la version, on va dire, c'est pas une final cut, mais en tout cas la version la plus longue, c'était 142 minutes. Ouais. Voilà, donc il y a eu quand même un certain charcutage venant, Ouais. venant, tu sais, genre des studios Il y a pas Universal. mal de films à cette époque qui ont eu des versions différentes entre les États-Unis et puis ce qui est venu en Europe. Bah ouais, bah en même temps, tu vois, alors Mais ça, même c'est un peu Mm. de toute façon aussi la caractéristique, c'est que les États-Unis en fait en vrai demandent un montage très particulier quand il s'agit de films aussi qui viennent pas forcément que anglais mais étrangers de manière générale. Non, et À puis, une époque puis surtout, ce film était, enfin, d'après les distributeurs, ils étaient en mode, ah bah on sait pas comment le vendre. invendable. Ouais. Bah ouais. Invendable. C'est-à-dire que bon bah le mec qui a envie de voir un film un peu feel good movie, bon bah c'est dead. Celui qui a envie de voir une dystopie ou tu vois un film sérieux, un drame romantique, c'est pas totalement ça. Donc en gros, eux ils se disaient le pari, ouais, c'est sûrement le meilleur film de la décennie, mais en fait, on peut pas le vendre Ouais. parce que tu vois, alors comment appeler les gens, tu vois, à voir un film aussi singulier. Ouais. Et donc du coup, ça amène à une situation de fight. Yes. Et ça, poto, je te laisse présenter ce délire-là. Let's Go. go. Let's go. Alors du coup, ce fight, il a été assez relatif. Il a été quand même assez conséquente entre. C'est une relation très conflictuelle entre Universal et Terry Gilliam. Et en fait, donc, je pense qu'il y a un film qui illustre aussi parfaitement bien du coup cette relation assez toxique, assez compliquée. C'est L'Armée des 12 singes. Du coup, Ok. alors il faut savoir qu'avant finalement du coup il a fait quand même Las Vegas Parano aussi avant. Je dirais que j'ai sauté une étape. Mais Alors et surtout j'aimerais bien dire, enfin là on est obligé de revenir sur le conflit originel avec Universal. C'est quand même en mode Sidney Steinberg hein, qui est du coup le big boss, le PDG, voilà, qui voulait pas sortir son film en final cut. Et du coup, bon bah Terry Gilliam commence à connaître un peu le zozo, hein. C'est-à-dire qu'il fait pas les choses à moitié. Et ce qu'il fait pour, on va dire, protester, déjà, il fait des séances illégales dans les universités de cinéma, facultés de philosophie, etc. Il a quand même été jusqu'à acheter une page sur Variety en disant « Dear Sidney Steinberg, when are you going to release my film Brazil? Terry Gilliam. » En mode, vas-y, c'est quand que tu vas sortir mon film, mec, tu vois, et aux yeux de tout le monde, c'est un peu une humiliation, tu vois, alors. Ouais, non, c'est une provocation que je trouve assez cool de la part de Terry Gilliam. Bon, je trouve que c'est le GOAT, voilà, tu vois, alors. Clairement, c'est un mec. Après, il assume son truc, et moi j'aime bien. Tu vois. Oui, il se passe pas beaucoup de questions. Ouais. Non, bah en même temps, il y a des questions, il s'est déjà posé avant, maintenant il a envie de le sortir, c'est ça, tu vois, alors. ça, tu vois.
Mais oui, non, carrément. Et du coup, alors j'ai contextualisé un petit peu. Donc, avant la sortie de l'Armée des 12 singes, j'ai eu effectivement du coup le film Las Vegas Parano qui est sorti en 98. Alors, si je dis pas de bêtises, une année avant. Tiré d'un roman de Hunter S. Thompson. Enfin, c'est tiré d'un des écrits de Hunter S. Thompson, qui est un journaliste gonzo. Le journalisme gonzo, c'est un. Sensationnel, un C'est peu. sensationnaliste. Voilà, tu vois, En gros, c'est un courant journalistique qui est né aux États-Unis à partir des années fin années 60, début 70. Et en fait, il y avait un côté genre journaliste vérité où du coup en fait la structure d'un article n'était pas forcément cadré, n'était pas, en fait c'était vraiment le côté un peu c'est pas, j'irais pas jusqu'à dire qu'on écrit un peu reporter en mode réalité, voilà, du coup en fait ouais. on prend sur le vif et du coup on écrit un peu finalement du coup les faits de manière genre très brute. Et en fait en vrai on va pas chercher des artifices en fait pour couvrir la vérité, on va vraiment on va la mettre sur papier de manière très très vivace. Donc ça a été fait finalement dans un contexte aussi en fait d'une Amérique aussi qui a été commencé justement finalement donc en plein effluve culturel. Ouais. Et donc après finalement donc ce roman a été sorti en 72, a été adapté du coup en 90 des années après par Terry Gilliam. Ça prend sens du coup avec l'imaginaire de Terry Gilliam, avec ce côté voilà. Avec la folie surtout. Avec la folie justement finalement. On y revient. On y revient toujours, voilà. mais en même temps finalement c'est la thématique, c'est la thématique de Terry Gilliam par excellence. Et voilà, donc ce film effectivement a eu un petit succès critique. Et voilà, du coup, ça lui a permis justement effectivement d'avoir une certaine forme de sympathie de la part des studios. Et là, on va aboutir à l'histoire un peu marrante, parce que du coup, Let's go. il a quand même, en fait, Terry Gilliam, c'est un peu particulier la relation qu'il a avec Universal, parce que justement, ce succès qu'il a eu avec Las Vegas Parano a fait que Universal était pas super chaud à travailler avec lui à la base, mais en même temps, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre parce qu'effectivement, il est différent quand même assez conséquent. Mais par contre, c'est quand même un studio qui avait conscience du potentiel du bonhomme. C'est-à-dire que vraiment, en fait, il le voyait faire ses films de son côté. En fait, c'était un peu le mec, tu vois, le mec un peu au fond de la classe qui parle pas, mais qui fait des super dessins, mais qui a des super bonnes notes aussi. Terry Gilliam, c'est la personnification de ce mec-là. Ouais. Et en fait, du coup, Universal était un peu chié parce qu'en fait, c'est quand même un réel avec qui ils n'aiment pas travailler, mais ils avaient conscience de son potentiel. Et se trouve qu'il y a dans les cartons un projet d'adaptation d'un film que je pense bon nombre de cinéphiles connaissent, mais du coup l'a jeté. Il y avait un projet d'adaptation finalement du coup donc par le producteur exécutif Robert Kosberg et Chris Marker. Le premier voulait convaincre justement le second d'adapter ce film-là du coup pour Universal, pour un public américain. Et Universal est un petit peu chier parce qu'en fait finalement ils savent pas comment faire une adaptation du coup de ce film-là de manière. C'est compliqué. C'est compliqué. Disons que déjà c'est le projet à la base, il est super original. Voilà. Et de réadapter tout ça, on va dire un peu plus de manière moderne et sans faire de fausses notes, c'est soit il faut tout changer, soit il faut reprendre l'identique, mais ça sert à rien. Mais voilà, la problématique a été résumée, c'est soit tu fais la même chose, mais du coup, en fait, quel intérêt ? Soit effectivement, tu fais un projet radicalement différent, mais du coup, en soi, finalement, tu t'éloignes tellement du matériau d'origine que ça n'a aucun intérêt aussi. S'attaquer à un truc comme ça, c'est un peu compliqué. Et aussi, en plus, et du coup, en fait, il leur fallait un peu un espèce d'outsider, du coup, en fait, pour en mode, c'est en fait, si ça merde, en fait, en vrai, ben, c'est sa faute et pas la nôtre. Ouais. Et en fait, la personne tout trouvée, c'était Terry Gilliam, parce que du coup, voilà, ils avaient un peu, relation conflictuelle oblige. Et alors, dans un premier temps, du coup, le studio se montre assez réticent, notamment finalement parce qu'ils sortent d'une période un peu compliquée en 99 avec il y avait un film qui était sorti, Waterworld, avec Kevin Costner, qui avait bidé, mais vraiment bidé. Et en fait, il se trouve qu'ils étaient dans une situation en fait financière un peu compliquée. Et alors, qui plus est, confié à la réalisation de ce remake-là de La Jetée avec du coup à un mec avec qui ils avaient beaucoup de conflits par le passé, c'était un peu compliqué pour eux. Non, mais c'est un peu de l'amour et de l'amour-haine, c'est chelou, tu vois. Alors, parce qu'ils l'ont repris quand même, quoi. Bah ouais, ils l'ont repris par dépit, tu vois, alors, mais. Ils l'ont repris par dépit, mais c'est de l'amour vache. Mais il faut savoir que Terry Gilliam n'était pas non plus super chaud à retravailler avec Universal non plus. Clairement, il faut savoir que du coup, vu les coups qu'ils avaient eus. Et alors, du coup, ils se retrouvent quand même. Universal fait quand même le premier pas, donc c'est quand même gentleman, les gars. Galant. Donc, ils décident de faire le premier pas finalement et du coup d'allouer un budget de 29,5 millions de dollars pour produire ce film. Ils décident de confier la réalisation à Terry Gilliam à deux conditions sine qua non. Le film ne devra pas dépasser les 135 minutes et ne devra pas être, ce qu'on appelle aux États-Unis rated R. Rated R. Voilà, j'ai une prononciation bien Rated R. Merci Jean Dujardin, Omar Sy, mes maîtres. Voilà. Moi, c'est François Hollande. Voilà, François Hollande. Oh putain, là j'ai le trauma du discours de François Hollande. Mais du coup, c'est les deux conditions qui sont quand même posées à Terry Gilliam finalement pour qu'il puisse réaliser le film. Et Terry Gilliam, il est en mode en fait non, les frérots, ça va pas être possible. Genre, on m'avait fait chier pour Brésil. En fait, en vrai, seulement les histoires effectivement par rapport à la version finale
défini à votre cut, effectivement, à votre version finalement que vous avez proposée en salle pour le public américain et à ce que je voulais proposer, c'est hors de question. Donc, s'engagent quand même des pourparlers finalement qui vont quand même durer un petit moment finalement avant que les deux parties puissent tomber d'accord. Et donc, au terme de négociations, finalement, Terry Gilliam accepte de faire ce film-là avec les deux conditions qui ont été posées par Universal. Mais en fait, il va quand même réussir du coup à les contourner intelligemment finalement, donc pour proposer un film assez proche de ce qu'il avait pensé à la base, ou en tout cas finalement assez proche de ce que du coup on lui avait proposé, et en fait s'approprier un peu l'univers et le mettre à sa sauce. Ok, c'est vrai que c'est assez ambitieux parce que bon, 135 minutes, tu vois, alors c'est pas grand chose. C'est vas-y, 2 heures, t'as tout pété, tu vois, alors, mais. 2h15. 2h15. Mais après, il faut savoir que T'es la fort en durée. maths, toi. Voilà, c'est ça. Mais la durée d'un film aussi. Je l'aurais même pas su. Ouais, c'est ça. Mais la durée d'un film, en fait, en vrai, en moyenne, a plus tendance à tabler sur les 1h30, 1h40. Ouais. Et en fait, en vrai, finalement, du coup, Universal était dans une position. En fait, ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils proposent des films très formatés. Et en fait, on reste sur un format court. En fait, ils voulaient un truc très carré. Et en fait, forcément, quand t'as un génie comme Terry Gilliam qui a envie de proposer beaucoup de choses et d'expliciter ton propos, tu prends 2 heures pour le faire, quoi. Au moins, et ça, c'est que l'exposition. c'est ça. Donc, voilà. Donc après, finalement, j'ai un peu détaillé finalement les déboires qu'ils avaient eu par le passé ensemble. Donc Terry Gilliam, finalement, donc, est ressorti quand même assez éreinté finalement du coup du processus de négociation. Mais il a quand même la confiance du coup d'Universal. Okay. Donc après débute le tournage. Donc après le tournage du film débute du coup le 8 février. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast, Deezer, et de nous suivre sur Instagram et YouTube. À bientôt sur La Beauvoir.